Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le 10e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi c'est Léa Santacross, et aujourd'hui je vous emmène en Inde, au Nagaland. Ça n'a rien d'un parc d'attractions, c'est un petit état surprenant, méconnu, coincé derrière le Bangladesh, à découvrir en texte et en images dans le magazine Géo du mois de novembre. Pour en parler, je reçois l'auteur de ce reportage, Guillaume Delacroix. Il est correspondant à Bombay pour Courrier International et le journal Le Monde. Il est de passage en France et il nous fait le plaisir d'être avec nous à Gennevilliers, à la rédaction de Géo. Bonjour Guillaume. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Guillaume, tu es journaliste. Ça va bientôt faire 8 ans que tu es correspondant à Bombay. Bombay, le Nagaland, c'est pas tout à côté. Et tu écris toi-même que c'est un état ignoré par une majeure partie des Indiens. Le Nagaland, c'est où, c'est quoi ? Alors, on va essayer d'imaginer la carte de l'Inde pour commencer. Bombay, c'est la capitale économique, c'est sur la côte ouest, donc ça, on sait à peu près où c'est. New Delhi aussi, on sait que c'est un peu dans le nord. L'Inde, il faut imaginer que c'est un peu une forme d'entonnoir. C'est un triangle qui s'affine vers le bas, qui descend très très bas, pas loin du tropique, et puis qui monte très très haut dans l'Himalaya. Il y a une espèce de petite couronne tout là-haut dans les montagnes qui s'appelle le Cachemire, dont on parle souvent dans les médias. Et puis, vers l'est, sur le côté droit de la carte, il y a le Bangladesh. Et il y a un tout petit bout d'Inde qui contourne ce Bangladesh. Alors, il y a une partie tellement fine qu'on l'appelle le cou du poulet, the chicken neck. Et ça passe au-dessus du Bangladesh, entre le Bhoutan et le Bangladesh, et ça redescend de l'autre côté, entre le Bangladesh et la Birmanie. Et là, entre le Bangladesh et la Birmanie, il y a une région dont on ne parle pas souvent et qu'on oublie souvent sur les cartes, qui appartient à l'Inde, qui fait partie de l'Inde, qui ne va pas jusqu'à la mer, qui ne descend pas jusqu'au golfe du Bengale, mais qui est donc coincé entre le Bangladesh et la Birmanie, et on y trouve 7 petits États de l'Union indienne, puisque je rappelle que l'Inde est un pays fédéral, et qu'à cet endroit-là, il y a 7 petits États de l'Inde qu'on appelle les Seven Sisters, les 7 sœurs, parmi lesquelles le Nagaland. Et la particularité du Nagaland, c'est quoi ? Alors, la particularité du Nagaland, il y a beaucoup de particularités. D'abord, il se trouve le long de la frontière birmane, donc il fait partie de ces régions de l'ancien empire des Indes, l'empire britannique, qui a été redécoupé en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, par des pseudo-géographes, je dirais, qui ont pris des cartes sans jamais s'être rendus sur place, en fait, et qui ont fait des dessins des frontières. Et s'agissant du Nagaland, on a considéré que pour séparer l'Inde de la Birmanie, l'Inde à l'ouest, la Birmanie à l'est, on allait regarder les bassins versants des rivières. On faisait souvent ça. Donc on a regardé le Brahmapoutre qui descend de la partie orientale de l'Himalaya et qui traverse le Bangladesh actuel. Et on a dit que tout le bassin versant de ce Brahmapoutre serait en Inde, et c'est là que se trouvent des tribus que les Britanniques appelaient les Nagas, que eux-mêmes les Nagas ne se sont jamais appelés comme ça d'ailleurs, parce que le concept même de tribu était inventé par les Anglais. Mais il y avait toute une population de tribus multiples. Certains anthropologues disent même que c'est là où il y a la plus grande concentration d'exemplaires d'Homo sapiens. Donc c'est dire la diversité humaine de cette région. Et donc ces Nagas, parce qu'ils avaient quand même certaines choses en commun, on va y revenir je pense longuement, se trouvaient à cheval en fait entre ce qui allait devenir la Birmanie et l'Inde. Et cet état du Nagaland, qui fait partie donc des 28 états de l'Inde actuelle, a une spécificité particulière, c'est-à-dire identitaire, on va dire, ethnique, linguistique. Et puis, elle se distingue des autres Seven Sisters parce qu'elle a une revendication identitaire beaucoup plus forte. On va y revenir. Tu y étais pour Géo en décembre 2019, tu y as passé environ une semaine en reportage. On y va comment là-bas ? Toi, tu t'y es rendu comment ? Alors, au Nagaland, proprement dit, il n'y a pas d'aéroport. Mais en revanche, aux frontières nord et sud de ce petit État, il
il y a un autre État indien qui le borde par l'ouest qui s'appelle l'Assam. Donc l'Assam, on connaît un petit peu parce qu'on connaît le thé de l'Assam, etc. Et donc au sud et au nord du Nagaland, mais côté Assam, il y a 2 aéroports. Au nord, c'est Dibrugarh et au sud, c'est Dimapur. Et on rejoint ces aéroports par Calcutta souvent, en fait. Par Calcutta ou par New Delhi, mais c'est plus difficile. Donc moi, venant de Bombay, j'ai dû traverser toute l'Inde en fait en diagonale, du sud-ouest vers le nord-est, pour faire Bombay-Calcutta, et ensuite de Calcutta prendre un autre petit avion qui enjambait d'une certaine manière le Bangladesh pour arriver à Dimapur, cet aéroport du sud du Nagaland, en tout cas qui est à la frontière de l'Assam. Et de là, on emprunte une route chaotique qui monte vers les montagnes du Nagaland, parce que le Nagaland est très montagneux, à la différence de l'Assam qui est en fait la plaine qui correspond à la plaine du Brahmapoutre. Oui, est-ce que tu peux nous le décrire, version grand angle, hein? On fera des zooms après. Alors le Nagaland, c'est une région montagneuse, et c'est comme ça qu'on remarque quand on s'y rend qu'on pénètre au Nagaland, parce qu'on atterrit donc à Dimapur ou à Dibrugarh dans la vallée de l'Assam. Et dès qu'on quitte ces aéroports, on se trouve au pied des confins de l'Himalaya. Enfin, voilà, c'est toutes ces montagnes qui séparent l'Asie du Sud, ce qu'on appelle communément l'Asie du Sud, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Népal et le Bangladesh, de l'Asie du Sud-Est. Et donc ça monte assez vite. Et il y a des sommets qui culminent à 3000, 3500, 3800 mètres d'altitude. Et donc c'est une région très montagneuse, très verte. Les habitants du Nagaland disent la jungle pour décrire la forêt qui couvre les montagnes. Alors, ce n'est pas la jungle au sens tropical du terme, parce qu'on n'est pas du tout dans une région tropicale. Il peut y faire très froid. J'ai eu froid pendant mon reportage au mois de décembre. Mais en tout cas, c'est très vert, très sauvage. Il y a beaucoup de rizières en terrasse. Et puis, beaucoup de champs cultivés et énormément d'arbres. Et d'ailleurs, d'essences de plantes que les habitants du Nagaland utilisent pour leur nourriture, pour assaisonner les plats ou pour se soigner quand ils sont malades. Et toi-même, depuis Bombay, loin, le Nagaland, t'en avais entendu parler comment ? Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Nagas, on va les appeler comme ça, mais on n'aime pas trop qu'on les appelle les Nagas, parce qu'en réalité, ils sont tiraillés dans leur identité entre leur nationalité indienne, qui leur a été un petit peu imposée finalement, et leur identité tribale, puisque au Nagaland, il y a beaucoup de tribus, il y en a 14 officiellement, mais dans la réalité, il y en a une centaine, et ils ont tous des langues ou des dialectes différents. Donc, ils se revendiquent souvent d'abord de leur tribu, et puis ensuite de leur nationalité indienne. Et évidemment, comme toutes les autres régions de l'Inde, les gens qui habitent là-bas vont faire des études, alors pas nécessairement au Nagaland, ils partent souvent en Assam ou à Calcutta, puisque c'est la plus grosse métropole indienne proche de chez eux. Et puis quand ils font des études, après ils vont travailler ailleurs, ils sont souvent attirés par New Delhi et Bombay, les 2 grandes villes qui font chacune plus de 20 millions d'habitants, parce que c'est là qu'on peut en fait se lancer dans des métiers créatifs. Les Nagas ont une tradition de créativité assez forte, dans le design, la mode, la musique, etc. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré des gens originaires du Nagaland à Bombay, notamment quelqu'un qui est devenu un ami plus tard, qui était un designer, qui dessinait des vêtements dans une boutique trendy de Bombay, et c'est lui qui a commencé à me parler de cette région dont je n'avais jamais entendu parler, et qui m'a donné très très envie d'y aller. Donc je me suis rendu assez rapidement sur ses conseils, en allant rencontrer ses copains là-bas, et puis voilà, j'y suis allé plusieurs fois, et le reportage pour Géo, c'était ma 3e expérience au Nagaland. Tu évoquais cette mosaïque de tribus et de dialectes. T'as pas eu de problème de communication là-bas ? Tu parlais comment ? Alors, l'anglais est une langue très pratiquée au Nagaland. Ça paraît assez paradoxal compte tenu de ce que je viens de dire sur la multiplicité des ethnies, des tribus, etc. Mais précisément parce que d'un village à l'autre, on ne parle pas la même langue, on n'utilise même pas d'alphabet. Je ne peux pas parler d'alphabet parce que souvent, c'est des langues de tradition orale. Donc, ce n'est pas écrit. Mais l'anglais domine parce que, alors ça, c'est un sujet qu'on va évidemment évoquer, c'est celui de la religion. Au XIXe siècle, des pasteurs baptistes américains partis évangéliser la Birmanie, enfin ce qui est aujourd'hui la Birmanie, mais qui était, disons, la charnière entre l'Asie du Sud, les Indes britanniques et l'Asie du Sud-Est, se sont arrêtés au Nagaland parce qu'alors on ne sait pas exactement pourquoi, on dit qu'ils étaient fatigués, le voyage était difficile, ils ont posé, toujours est-il, leur valise vers 1870 dans ce qui est aujourd'hui le Nagaland, et puis ils ont évangélisé ces tribus qui étaient jusqu'alors animistes. Et comme ils étaient américains, ils leur ont en même temps appris l'anglais, ils leur ont enseigné l'anglais, et c'est comme ça que cette région de l'Inde est devenue très anglophone, plus qu'ailleurs, au point qu'aujourd'hui, quand un premier ministre indien se rend là-bas, eh bien, il ne parle pas hindi,
ce qu'il fait partout ailleurs, mais il parle anglais parce que sinon les Nagas ne comprendraient pas. Il ne parle pas hindi du tout, comme d'ailleurs tout le sud de l'Inde, mais eux, dans le nord-est non plus. Ils ne parlent pas hindi, ils parlent un espèce d'espéranto, ça s'appelle le Nagamise, qui est un mélange local qui est en perpétuelle recomposition de sanskrit, donc la langue originelle de l'hindi, un mélange donc de sanskrit, d'assamais, la langue de l'État voisin, de népalais, qui est une des langues de cette région de l'est de l'Himalaya qui est assez dominante, et puis de l'anglais. Voilà. Donc il y a une espèce de mélange de tout ça, et la langue commune pour parler, c'est l'anglais. Donc évidemment, moi quand je suis allé là-bas, j'ai parlé anglais, et pratiquement tout le monde parle anglais, à part les vieux, mais les vieux... comme on voyage avec souvent un guide ou un fixeur, on a quelqu'un qui peut traduire. Il te reste des mots, des expressions de cet espéranto naga ? Non, parce que c'est tellement compliqué. Vous savez, déjà en Inde, c'est très compliqué. À chaque fois, on me dit, mais tu parles hindou. Alors, hindou, non, c'est la religion. Tu parles indien. Non, indien, ça n'existe pas. Tu parles hindi. Alors, je parle un petit peu hindi. Je peux me débrouiller vraiment de façon très sommaire. Mais habitant à Bombay, par exemple, on ne parle pas hindi à Bombay. On parle marathi. En Inde, il y a 17 langues officielles et 17 alphabets différents. Et puis, il y a en réalité un millier d'idiomes. Donc, quand on va au Nagaland, on ne comprend rien. Si on commence à essayer de comprendre les termes... Alors après, évidemment, il y a des mots rigolos pour définir, par exemple, les choses qu'ils mangent. Quand on visite les marchés, on nous montre de la viande de chien, des vers à soie vivants, des choses très bizarres. Et là, ils utilisent des termes à eux, mais je ne peux pas vous les restituer parce que c'est vraiment très compliqué. Pendant cette semaine de reportage pour Géo au Nagaland, tu vivais chez l'habitant. Décris-nous ces habitats traditionnels où tu logeais. Quand on arrive alors à la capitale, qui s'appelle Kohima, en remontant de Dimapur, il y a à peu près 4 heures de route alors qu'on est à 50 km, mais il n'y a plus de route. Il y a eu des routes au Nagaland, mais malheureusement, la corruption de la classe politique, les fonds perdus venant de New Delhi, on y reviendra aussi, il y a un sujet sur les impôts qui est très important au Nagaland pour comprendre cette région, mais l'argent public disparaît dans la poche de certains, et du coup, tous ces moyens qui sont censés permettent de développer des infrastructures disparaissent, si bien qu'on n'a pas entretenu, on a construit des routes et puis on ne les a pas entretenues. Donc aujourd'hui, les routes sont transformées en pistes et c'est très très compliqué de se déplacer. Et quand on arrive donc en haut à Kohima, à peu près à 1500 mètres d'altitude, sur une crête montagneuse, on voit beaucoup de béton. Alors on a du mal au début, on se dit, oh là là, c'est austère, c'est pas très joli, et puis finalement on découvre que ça a un certain charme malgré tout. Le paysage est ponctué d'églises baptistes, et puis on aperçoit, alors pas dans les grandes villes, pas à Kohima, mais dans les villages alentours, des maisons qui ont la particularité d'avoir un fronton, c'est-à-dire sur le faîte du toit, au pignon de la maison, il y a 2 branches entrecroisées qui sont métalliques ou en bois, qui représentent un peu comme des armes ancestrales et qui symbolisent le degré, le niveau social de la famille qui y habite. C'est comme ça qu'ils repèrent entre eux, on va dire, la noblesse locale. Donc ceux qui sont en haut de l'échelle sociale naga ont des maisons qui ont des grands frontons. Mais d'une manière générale, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du bois. Ce sont des très jolies maisons en bois qui sont recouvertes donc, de beaucoup de bambous tressés. Et la façon dont ils tressent le bambou dessine des motifs variables qui, pareil, sont attachés à une famille ou un clan. Donc on se reconnaît aussi comme ça dans la façon dont on dessine les murs des maisons. Et alors à l'intérieur, il y a une pièce immense avec un foyer central. Le feu joue un rôle très important au Nagaland. Il n'y a pas de conduit de cheminée, il y a un trou dans le haut du toit. Et donc les maisons sont envahies de fumée. On sent le feu de bois partout. Et cette grande pièce est donc la pièce de vie où on cuisine, ou même parfois on dort, on partage les repas, on fait sécher la viande parce qu'on mange beaucoup de viande. C'est une région qui est froide, très froide l'hiver, donc on mange beaucoup de viande de porc, de vache qu'on fait sécher dans le foyer. Et puis autour, on trouve des espèces de grandes vasques en osier, des récipients qui servent de réservoir dans lequel on stocke le riz pour plusieurs années. Et qui, à la faveur du feu qui brûle toute l'année dans la maison, sèche et se conserve pendant très très longtemps. Ton reportage est savoureux à plus d'un titre, et notamment pour tous les plats que tu évoques, souvent épicés d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des goûts, des saveurs qu'on trouve au Nagaland et nulle part ailleurs ? Alors quand on habite en Inde, on est habitué à manger. Alors j'explique toujours ça parce que quand en Occident on parle de la cuisine indienne, on dit oh là là c'est épicé. C'est pas épicé, c'est pimenté.
Les épices apportent des saveurs, donc ça peut être la cannelle, le cumin, le gingembre, ça ce sont les épices. Mais ce qui pique, ce qui brûle la langue, ce qui brûle la bouche, c'est le piment. Et donc ce qui caractérise en fait la gastronomie de telle ou telle région, c'est le degré de piment qu'on met dans les plats. Et au Nagaland, ils en mettent un max. Voilà. Donc quand on mange au Nagaland, on brûle, on crache du feu. Hein. C'est comme le capitaine Haddock dans Tintin au Tibet, quoi. C'est terrible. C'est très difficile de savourer les parfums de la cuisine locale parce qu'ils mettent beaucoup de piment. Mais quand on leur explique, ils en mettent un petit peu moins. Et là, on découvre des choses qu'on n'a nulle part ailleurs en Inde. D'abord parce qu'ils mangent beaucoup de viande. Alors, l'Inde n'est pas un pays végétarien, contrairement à ce qu'on croit. Il y a beaucoup de végétariens. 30% des hindous sont végétariens, mais tout le monde n'est pas hindou. Il y a aussi beaucoup de musulmans en Inde. Et il y a aussi beaucoup de gens qui mangent de la viande. Mais au Nagaland, on mange beaucoup de viande parce que voilà, on a besoin de résister au froid. On a des maisons qui ne sont pas chauffées à part le feu central de la cuisine. Et donc, on mange beaucoup de viande, on mange beaucoup d'épices, beaucoup d'ail, des intestins de bœuf, beaucoup de riz. Alors, on mange des porridge avec de la viande séchée à l'intérieur et des tas d'herbes qu'on cultive, qu'on va ramasser dans la jungle, dans la forêt, pour se prémunir des maladies. Outre ces plats, non seulement épicés, mais surtout pimentés, on l'a bien compris, qu'est-ce qui te reste comme, quasiment un an après, comme souvenir fort de ce reportage? Est-ce que c'est une galère de terrain ou une rencontre marquante? On va, quand on sera au Nagaland, on va au fondement de l'humanité. Alors, c'est pas du tout pédant de dire ça, c'est vraiment, on va à l'essentiel. Parce qu'il n'y a pas de confort, parce qu'on rencontre que des sourires. Bon, ça, c'est une généralité de l'Inde et c'est pour ça que j'y vis. Parce que les gens sourient malgré tout ce qui peut leur arriver, malgré la misère, malgré toutes les difficultés, la pauvreté. Les Nagas sourient tout le temps. Et donc, c'est un souvenir de joie, de gaieté. Et puis, un souvenir aussi de paysages grandioses, magnifiques, époustouflants. La montagne, encore très préservée, la forêt, et puis ce savoir qu'ont les gens d'utiliser cette forêt sans l'abîmer, sans la détruire. Aujourd'hui, il y a un courant écolo très, très, très vivace au Nagaland qui leur permet de sauvegarder leurs ressources naturelles et de les protéger de la modernité. Et politiquement, ça se passe comment pour ces habitants du Nagaland, protestants, jadis animistes? Comment ça se passe pour eux dans cette superpuissance à majorité hindoue? Est-ce qu'ils rêvent d'émancipation, d'un État indépendant? Alors le Nagaland est une région, c'est peu connu, où un mouvement d'émancipation existe depuis très longtemps et est encore très vivant. Je le disais tout à l'heure, le Nagaland a été constitué par les Anglais parce qu'on a dessiné des frontières, mais en réalité les Nagas n'habitent pas qu'au Nagaland. Pour se faire une idée de ce qu'est le peuple Naga ou la nation Naga, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 2 millions de gens qui habitent au Nagaland tel qu'il est aujourd'hui sur les cartes de géographie, mais il y en a aussi 1 million en Birmanie, et puis un demi-million, 500 000, dans les États indiens qui bordent le Nagaland par l'ouest, donc l'Arunachal Pradesh tout au nord, l'Assam à l'ouest et Manipur au sud. Donc ils sont un petit peu dispersés tous ces Nagas et ils ont effectivement une réflexion identitaire importante parce que on tente de les assimiler à la nation indienne. Alors évidemment, ça a été imposé en 1947. On peut imaginer qu'aujourd'hui, les nouvelles générations se considèrent indiennes, et c'est d'ailleurs le cas. Mais il y a une espèce de renouveau de la revendication identitaire naga parce qu'on essaie aujourd'hui de dissoudre les identités locales en Inde. Et donc, il y a ce mouvement de protection, de sauvegarde qui a été très très fort dans les débuts de l'Inde indépendante, dans les années 50, 60, parce qu'on voulait, au-delà de la préservation de l'identité régionale, obtenir l'autonomie, l'indépendance. Donc, il y a eu un mouvement d'indépendance très fort, à tel point qu'à la veille du départ des Anglais, le 15 août 1947, la veille, le 14 août, le Nagaland s'est déclaré indépendant. Ils ont organisé tout seuls, les Nagas, un référendum d'autodétermination. Le oui à l'indépendance a gagné à 99%. Mais le Premier ministre de l'Inde, qui s'appelait Nehru, a dit il n'en est pas question, il a envoyé l'armée. Voilà. Et donc depuis les années 60, en réalité, le Nagaland est d'une certaine manière occupé par l'armée indienne. On croise des convois militaires partout quand on se balade là-bas. Encore aujourd'hui, parce qu'on sent que c'est une région chaude,
et que l'Inde, le pouvoir fédéral indien a peur qu'il y ait des problèmes. Et donc à la suite de ça, en réalité, on a donné des gages aux Nagas. On leur a dit, vous êtes indiens, mais on va vous donner des contreparties. Et donc le Nagaland, pour revenir aux spécificités de cette région qu'on évoquait au début de notre conversation, le Nagaland a des spécificités très particulières en Inde. La seule région ailleurs en Inde qui en a aussi, c'est le Cachemire. On a parlé l'année dernière, en 2019, de l'article 370 de la Constitution, pardon pour l'aspect technique, mais cet article donnait une certaine autonomie au Cachemire et le gouvernement indien la lui a retirée. Donc on a supprimé l'autonomie du Cachemire en août 2019. Il reste maintenant le Nagaland qui a un autre article, l'article 371, donc c'est le suivant dans la Constitution, qui accorde au Nagaland une forme d'autonomie qui reconnaît en tout cas ses spécificités, ses coutumes religieuses et sociales, je cite, et qui rend la terre du Nagaland inaliénable. C'est-à-dire que quand on n'est pas Naga, on ne peut pas acheter de terrain pour cultiver la terre ou construire des maisons au Nagaland. Voilà. Et puis il y a un aspect fiscal, les impôts, pour que les Nagas se sentent bien en Inde et qu'ils arrêtent de vouloir être indépendants. On les a exonérés d'impôts sur le revenu et d'impôts fonciers. Donc les Nagas ne paient pas d'impôts, et c'est la seule région de l'Inde à être dans cette situation. Pour doucher leur velléité d'indépendance. Exactement. D'ordinaire, tu es basé à Bombay. Qu'est-ce que tu fais là en France ? Alors en France, on a respiré cet été parce que l'épidémie de Covid avait reflué dès le mois de mai. En Inde, le Covid est arrivé un peu plus tard parce qu'on a confiné très durement le pays, tout le sous-continent, dès le 25 mars, donc à peu près en même temps que la France, mais de façon tellement forte que l'épidémie n'a pas décollé du tout. Et c'est quand on a commencé à rouvrir un petit peu les États de l'Inde, à la fin du mois de mai, que le virus a commencé à se répandre et que la contagion s'est envolée jusqu'à la mi-septembre. Donc cet été, ça a été terrible. Et moi, je suis venu en quelque sorte me réfugier en France pour l'été. Je pensais rentrer fin août et puis après fin septembre. Et maintenant, je suis plutôt sur fin octobre. Bon, je vais rentrer. Je rentre là au mois de novembre parce que l'épidémie commence à reculer. Voilà, on a atteint le pic à la mi-septembre en Inde et l'épidémie est en train de refluer. Le confinement, lui, perdure. Donc Bombay, où je vis, est toujours confiné à ce jour, avec restrictions dans les transports. Les trains, les métros viennent juste de reprendre du service le 19 octobre. Les écoles sont toujours fermées, les crèches sont fermées, c'est très compliqué. La vie quotidienne n'est pas revenue à la normale, mais ça va un petit peu mieux, donc je vais bientôt regagner mes pénates. Et malgré tout, tu as hâte d'y retourner ? Ah bah, j'ai hâte d'y retourner parce que je suis heureux en Inde. Est-ce que pendant ce reportage, il y a une rencontre qui t'a marqué ? Alors, il y a eu une belle rencontre. C'est pas une rencontre dont j'ai pu tirer grand-chose parce que c'est une femme qui ne parlait pas anglais que j'ai rencontrée, mais c'était visuellement très émouvant, c'était très très beau. J'étais dans un village sur une crête montagneuse. Tous les villages sont un petit peu en hauteur au Nagaland. Et cette femme était magnifique. Alors, elle m'a fait penser un petit peu à la petite momie là, dans les 7 boules de cristal de Tintin, toute fripée, toute rétrécie, toute lyophilisée, mais des yeux qui pétillaient, et puis un collier magnifique autour du cou. Alors on avait l'impression que c'était des pierres précieuses, je ne sais pas si c'était des céramiques jaunes, vertes et bleues, et elle était sur la terrasse de sa petite maison de ferme en train de faire une espèce de danse parce qu'elle était en train de battre le blé et l'orge qu'elle avait récolté dans son champ. Et derrière, il y avait le paysage, il y avait les montagnes, on voyait les cimes de la Birmanie. Voilà, c'était un instant magique. Merci Guillaume Delacroix d'avoir participé au 10e épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton reportage sur le Nagaland et les photos de Mahesh Shantaram dans le numéro de Géo de novembre. C'est en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique en passant par géo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez-nous des étoiles, des notes, des commentaires. On est sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et depuis peu sur notre appli maison AudioNow, lancée par M6 et Prisma Media. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.